Au sommaire, frayeur sur le tracé du pipeline de la Société africaine de raffinage. Le feu s'y est déclaré ce matin à hauteur de Dalifort. Plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine. Mais l'émissaire d'évacuation des eaux a été sérieusement endommagé par l'explosion. Plan Orsec, Rufisque attend encore les effets. Plusieurs quartiers, maisons et écoles sont toujours sous les eaux. Les populations victimes de ces inondations pressent les autorités à agir vite. Ce recadrage du FMI, le Fonds monétaire international, exige du Sénégal le paiement de la totalité de ses dettes. L'institution veut que ça soit pris en compte dans la prochaine loi de finances rectificative. Grève à l'appel de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, de Dakar à Touba en passant par Tambacounda. Le mot d'ordre est relativement bien suivi. Les commerçants ont initié ce mouvement de 3 jours pour dénoncer l'augmentation des tarifs douaniers. Les actualités sportives, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Koumba Sandiane Faye nous présente en classe. Nous serons en fin de journal avec Fatou Diouf, spécialiste en droit des affaires maritimes. Avec elle, nous parlerons des problèmes que rencontrent nos pêcheurs. Ce journal vous est présenté par Pabès Diba. Abdou Thiam assure la partie technique. Mesdames, messieurs, bienvenue. Cet incendie survenu ce matin sur le tracé du pipeline de la SAR au niveau de Dalifort. Ce n'est pas la conduite de l'usine de la raffinerie qui a pris feu. Il s'agit plutôt d'une explosion provenant des travaux de raccordement du réseau d'assainissement du Terre. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais l'émissaire d'évacuation des eaux pluviales a été sévèrement endommagé. Dongoka. Sur les lieux de l'incident, quelques indices pouvant renseigner sur l'origine du feu sont visibles, comme le groupe électrogène qui alimentait en courant la meule de l'ouvrier. Tout s'est passé dans un trou béant creusé par un engin grue utilisé dans le chantier du Terre. Dans le fossé, la meule de l'ouvrier baigne dans une mare d'hydrocarbures émanant du pipeline de la SAR à côté de l'émissaire d'évacuation des eaux de pluie, Moustapha Ndiaye, préfet du département de Pékin. Ils ont voulu raccorder le réseau d'assainissement dédié aux terres à l'émissaire d'évacuation des eaux pluviales. Au cours de ces travaux-là, il y a eu un accident et l'émissaire a été endommagé. D'après les techniciens, ce qui a créé une petite explosion. Nous observons vraiment des remontées d'hydrocarbures et la SAR aussi n'est pas restée les bras croisés en étalant un tapis de mousse pour au moins éviter toute réinflammation. Nous avons demandé aux ouvriers du terre que désormais ils ne pourront intervenir à côté de ces conduites de la SAR que s'ils sont accompagnés des techniciens de la SAR. Idrissa Diallo est le maire de la commune de Dalifort. Ils ont éteint le feu. 1h30 après, la fumée continue à sortir. Et les ouvrages qui sont là doivent être affectés. Si c'est affecté, on retourne vers les inondations. C'est ça qui nous fait peur, nous. On l'avait prévu. Maintenant, on a mis des explications. L'incident a créé une grande psychose chez les riverains, mais les sapeurs-pompiers qui ont déployé de gros moyens ont vite maîtrisé la propagation du feu. Nongoka Pékin, RFM. Déclenché depuis le 17 septembre dernier, des habitants des quartiers touchés par les inondations à Rufisque affirment n'avoir pas encore senti l'effectivité du plan Orsec. Plusieurs maisons et écoles sont toujours sous les eaux. Les populations des zones visitées par notre correspondant appellent à l'aide. Abdou Diouf Diagne. Les populations de Ndargondaou, l'un des quartiers les plus touchés par les inondations, n'ont toujours pas encore vu d'action menée par les autorités dans le cadre du plan Orsec, déclenché il y a quelques jours. La situation est toujours chaotique, selon Bouli Tchawale, trouvé dans sa maison remplie d'eau. Là, nous, on voit zéro effet là-dessus. On ne peut pas confirmer que leur parole a un effet. Chaque jour, je circule dans le quartier, mais c'est partout. Quand il pleut, c'est des séries d'inondations. Donc nous sommes fatigués. Aidez-nous. On appelle à toutes les autorités qu'ils viennent voir au moins ce qui se passe ici dans ce quartier. Parce que nous sommes fatigués. Il y a trop de maladies. Les mouches, les moustiques, on n'en peut plus. À Santéal aussi, la situation est similaire. L'eau a fini même par changer de couleur, ce qui pousse les habitants à prendre leur propre initiative. Rokhayaba. Ici, on utilise nos propres moyens. Chaque matin, nous nous organisons pour évacuer les eaux. Et le dimanche, les jeunes du quartier prennent le relais. Mais ce n'est pas suffisant. Nous manquons de moyens logistiques. À Medinazak, les populations qui avaient reçu la visite du ministre de l'Intérieur attendent des mesures durables. Moussa Diop. Le préfet est venu bien avant le ministre. Il a constaté tout ce qui se
passe. Bon, on l'a bien expliqué la situation. De son côté, lui aussi, bon, il a dit qu'il va prendre en charge les besoins de la population. Pour l'instant, les mesures, bon, on n'a pas encore rien vu. Tout ce qui est là, c'était bien avant le plan Orsec. A signalé qu'à Rufisque, beaucoup d'écoles aussi sont toujours sous les eaux. Pourtant, quelques jours seulement nous séparent de l'ouverture des classes. RFM Rufisque. En plus bref, Taïb Socé recouvre la liberté. Il est sorti de la prison de Rebeuss en début d'après-midi après avoir remercié tous les Sénégalais qui ont contribué pour sa libération. Il s'est rendu à son domicile à Rufisque pour retrouver sa famille. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le Fonds monétaire international exige du Sénégal la prise en compte de la totalité des dettes de l'État dans la loi de finances rectificative. Autre recommandation du FMI, la gestion prudentielle de la dette de 3%, la transparence dans les politiques publiques en matière de ressources naturelles. La mission qui envisage de signer des accords avec le gouvernement d'ici mi-décembre prochain annonce un taux de croissance de 6,8% en 2020. Le compte-rendu de la conférence de presse Mamadou Amardion. Le Fonds monétaire international donne son feu vert pour des accords avec le Sénégal sur sa politique macroéconomique, mais il y a des préalables avant la signature d'ici mi-décembre prochain. Corinne Delécha, chef de mission du FMI pour le Sénégal. Une LFR2 qui inclut la totalité des montants dus par le gouvernement non budgétisés précédemment en 2019 et la couverture d'une partie des impayés antérieurs de la société d'électricité et une loi des finances 2020 qui soit également réaliste, donc qui intègre une partie des montants impayés au niveau de 2017 et 2018 tout en respectant les objectifs de déficit. Donc, l'État du Sénégal a pris des engagements qui vont dans le sens de la bonne gestion des ressources publiques, souligne le FMI. Je pense que c'est important pour le gouvernement de faire des efforts, de réduire son train de vie pour dégager de l'espace pour les dépenses sociales ou l'investissement. L'ICPE, l'instrument de coordination des politiques économiques, va soutenir le Sénégal pendant 3 ans. 3 piliers ont été relevés: l'accélération du développement du secteur privé pour une croissance forte et inclusive, le maintien de la viabilité des finances publiques et la soutenabilité de la dette à moyen terme. Tout cela avec un objectif de 3% du PIB en termes de déficit en conformité aux objectifs communautaires, un taux de pression fiscale d'au moins 20% du PIB. Troisième pilier, la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Le FMI projette un taux de croissance de 6,8% en 2020, un bond de moins d'1% comparé à 2019. Mais pour la mission, le Sénégal est sur la bonne voie. Grève à l'appel de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Un mouvement de 3 jours à Sandaga. Le mot d'ordre est bien suivi puisque la quasi-totalité des magasins a baissé rideau. Les commerçants dénoncent entre autres les tarifs douaniers et les tracasseries au port et à l'aéroport. Le compte-rendu ou le reportage de Skoumba Sandiane Faye. Nous sommes sur l'avenue Blaise Diagne, à hauteur du marché Tilène. Le décor n'est pas habituel. En plein jour, presque toutes les cantines sont restées fermées. Ici, le mot d'ordre décrété par la CIS est suivi. J'ai avec moi la clé de ma cantine. Je ne peux pas vendre. On espère gagner ce combat. Moi, je ferme jusqu'à 14h. Pour lui, la cause, elle est noble, malgré les pertes que ce gel d'activité lui engendre. Cela ne m'arrange pas, mais comment faire? De Tilène à un autre marché, Sandaga, presque toutes les cantines ici sur l'avenue Blaise Diagne sont fermées. Le constat est le même. Et même les commerçants qui ne subissent pas ces taxes douanières compatissent. Trois jours, c'est le mot d'ordre décrété par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Même si l'UNACOIS se démarque du mouvement d'humeur au niveau des grands marchés, les commerçants contestent les tracasseries douanières et la cherté des services portuaires et aéroportuaires.
Koumba Sandiane, la grève est largement suivie à Kaolack, même s'il y a des défaillances. Ceci indique n'avoir pas été informé à temps. Un groupe de commerçants a fait le tour du marché central ce matin pour essayer de convaincre leurs collègues ayant ouvert leur boutique. Nous suivons le reportage de Ibrahima Diamé. Le mot d'ordre est largement suivi au marché central de Kaolack. N'empêche des défaillants, on en trouve. Un groupe de commerçants a d'ailleurs fait le tour du marché ce matin pour tenter de convaincre les récalcitrants. Omar Thiam, responsable du centre commercial. raxas mu nekk rek dana am dara raxasit boobu noonu moom la ñuy continuer nii di ko leen sensibiliser amoo droit ñëw ne ko da ngay tëj par force. Non loin de ce groupe qui joue cette émission, une échoppe vente d'exemplaires du Saint-Coran a ouvert tôt ce matin ses portes. Deux vendeurs à l'intérieur, ils n'ont pas été informés, disent-ils, et déplorent le manque de coordination. dañu gis ñuy réunion waaye ñun daal mosuñ si boole daal loolu moo tax tamit ñu ñëw ubbi jaay daal. En face de la rue Caniveau de Gaulle, Moussa Baldé vient de refermer sa cantine. Il l'avait ouverte pour d'autres raisons, a-t-il indiqué. li waral nag ma tijji lenn la maire bi dama ko war a jox ventilo c'est parce que moo ko moom moo tax ma tijji waaye du question dama ñëw jël intention pour tijji. Si le mot d'ordre de grève décrété par l'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal a été suivi par beaucoup de vendeurs, il a fallu tout de même le tour de ce groupe de commerçants qui ont convaincu certains de leurs camarades à fermer boutique. Quand bien même à l'intérieur du marché comme au niveau de la rue principale, la grève ne semble pas avoir eu ses effets. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futurs Médias. Nous restons dans les marchés, plus précisément à Castor, au lendemain d'une vaste opération de nettoiement et de désencombrement. C'est un marché Castor tout propre que l'on a découvert ce matin. Toute la ceinture du site est méconnaissable au grand bonheur des riverains qui disaient envahir depuis des décennies par des étals irréguliers. Le reportage de Nafissa Toussila. Un grand ouf de soulagement. C'est le premier ressenti des populations riveraines du marché Castor. Tous ces alentours sont désencombrés, les commerces irréguliers, déguerpis, au grand bonheur de Fatou Tall, habitante de la cité Poste. Franchement, pour l'instant, on est satisfait. Depuis 2 jours, nous commençons à respirer un bon air, aussi à vivre une vie en cité. On ne dormait pas. À partir de 3 heures du matin, on se réveille. Ça poursuit durant toute la journée. 21h, 22h, ils commencent à décharger les marchandises pour le lendemain. Donc, ça a perdu jusqu'au lendemain. Donc, ça veut dire que le vit 24 heures sur 24. Nous vivons ça. Donc, il faut que ça cesse. Nous n'avons rien contre le marché. Mais aussi, nous comptons nous aussi sur notre cadre de vie. Hassan Diaye, un autre riverain, se dit satisfait de cette situation. C'était trop, depuis trop, depuis. Tu te gardes la nuit, quoi. Et tu dois aller à 7h du matin, tu l'offres. Parce que de là, finalement, l'autre route, c'est tous les marchands. On ne te laisse pas passer. Il y a trop de problèmes. Mais actuellement, tu peux garer la nuit et sors à 6h du matin. Du côté des commerçants, le désarroi est bien là. C'est vraiment dur. Il faut trouver une solution pour nous, les commerçants déguerpis. On doit nous mettre quelque part. On attend vraiment, ça va passer, c'est sûr. Dieu est là pour tout le monde. De toute façon, nous allons vendre ici ou ailleurs. Le marché ne peut pas contenir tout le monde. Il y a plus de vendeurs dehors qu'à l'intérieur. Pour Fatou Tall, les autorités municipales ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Vraiment, nous comptons sur la collaboration des autorités, plus particulièrement de la police, du sous-préfet et du maire, que ça reste pérenne, qu'il y ait un suivi aussi. C'est ça, nous comptons plus sur le suivi, vraiment. Ce lundi, un dispositif sécuritaire veille au grain, pas un seul étal sur toute la ceinture du marché Castor. Toutefois, les populations espèrent une continuité. RFI Sport. C'est l'heure de la page des sports avec Abdou Diouf Junior. Abdou, bonjour. Bonjour, Pabès Diba. Alors, handball avec le tournoi qualificatif au JO 2020 qui démarre ce jeudi. Les Lions veulent faire sensation devant leur public. Leur capitaine Dungu Kamara appelle tous les Sénégalais à les soutenir pour une qualification à ces Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions qui débutent la compétition jeudi prochain ont entamé la dernière phase de leur préparation. Dungu Kamara est la capitaine des Lions du Sénégal. Elle est interrogée par Cherti Diagne. Je fais mon retour au sein de la tanière. C'est une chance incroyable pour moi de pouvoir participer à cette compétition après de longs mois de blessures. Pouvoir revenir pour disputer une qualification olympique à un rare moment
pour nous où nous avons la chance de jouer à la maison devant la famille et les amis et avoir la possibilité de montrer à la jeunesse sénégalaise qu'est-ce que c'est le haut niveau. Pour nous, c'est un pur bonheur. Je pense que ça va être très décisif pour le handball sénégalais avec l'ouverture du centre national. Mais aujourd'hui, je vous fais ce petit message pour lancer un appel à la population sénégalaise. On aimerait vraiment que cet événement soit à la hauteur de l'Afro-Basket ainsi que la réception de nos Lions lors de leur retour de Cannes. Donc, on compte sur vous pour être mobilisés tous ensemble et venir nous pousser à aller récupérer notre billet pour les JO 2020, Inch'Allah. Dungo Kamara, capitaine et gardien des Lions du handball. Les Lions jouent jeudi contre le Cameroun pour la première sortie du Sénégal. Match prévu à 18h, mais déjà à 16h, vous aurez le match entre le favori l'Angola qui est la République démocratique du Congo. Le transport Dakar-Diamniadio et l'entrée au stade de Dakar Arena sont gratuits par baisse. Oui, Abdou, après le hand, nous parlons de football avec la réhabilitation du stade Elimane El Fall de Diourbel. Les Diourbellois n'écartent pas de marché. L'état de ce stade plombe les activités sportives des jeunes du Baol. Pour pousser les autorités à réhabiliter l'infrastructure, une marche est envisagée. Nous écoutons à ce propos El Hadji Ndiaye Jojo, porte-parole du comité d'initiative avec Babacar Diouf. Le combat, on a attaqué un premier point. Le premier point, c'est la pétition. Donc on va mettre une pétition et les gens vont signer la pétition. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, maintenant, quand on va faire suffisamment de collecte, on va vers des manifestations, vers des autorités. Je dois distinguer en passant que cette résolution est aujourd'hui entre les mains de toutes les autorités politiques, administratives et sportives du Djouda et du Sénégal. Et nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous allons envoyer toute cette résolution-là à la CAF et à la FIFA. Parce que nous savons pourquoi on doit rester depuis que Djourbel joue au football, que Djourbel peut rester 2 ans sans stade fonctionnel. Ça, c'est inadmissible dans le football du Djourbel. Djourbel a marqué le football du Sénégal. Il est hors de question qu'on continue donc à subir cette situation-là. Et nous ne l'accepterons pas. Nous ferons tout notre possible à accompagner par les autorités, impliquant les autorités si elles veulent bien. Mais en tout cas, nous ferons de sorte que ce stade-là, c'est la réflexion. Parce que c'est l'âme du football du Djourbel qui est en train de... C'est le football du Djourbel qui est en train de brûler. El Hadji Ndiaye Jojo qui met en terme à cette page des sports par Diba. C'était à l'instant Abdou Diouf Junior qui nous a présenté la page des sports. Nous place en classe avec Koumba Sandiane Faye. Bienvenue en classe. En classe, cette fois-ci, va à la découverte de 2 lycées d'excellence où l'admission se fait par concours et leurs élèves y sont aussi internés. Partons à Gorée d'abord où une interview nous est accordée à la maison d'éducation Mariama Ba. Madame Diagne Ramatoulaye Sarr, proviseure de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée. Bonsoir. Bonsoir, Koumba. Chaque année, l'école reçoit combien d'élèves? Depuis la réforme de 2014, chaque année après l'entrée en 6e, on recense les 150 meilleures filles à l'entrée en 6e. Il y a également une liste d'attente de 50 personnes au cas où il y aurait désistement. Seules ces filles-là peuvent faire le concours et à l'issue du concours, on choisit les 35 meilleures qu'on nous affecte ici en classe de 6e. Au niveau des séries littéraires, quand même, nous avons le minimum d'élèves, c'est souvent 5, 6, 7. C'est dans les séries scientifiques que nous avons surtout le maximum d'élèves. Et ça, c'est surtout donc par rapport à la volonté de l'État, voilà, d'orienter quand même les filles au niveau des filières scientifiques. Mariama Ba, depuis des années, le lycée d'excellence lui vole sa première place au concours général. Comment pouvez-vous l'expliquer? Voilà, moi je pense que le lycée d'excellence de Diourbel, comme vous l'avez dit, vraiment c'est encore de bons profils, de très bons profils, donc qui sont pris à partir donc de la 3e. Quand ils font des résultats comme ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais nous ne sommes pas du tout en baisse par rapport donc aux performances. Nous continuons donc à assurer nos 100% au BFM, nos 100% au bac. Nous continuons à avoir des mentions très bien, des mentions bien au bac. C'est vrai que l'année passée, c'est une élève de Diourbel, Diary Sow, que je félicite au passage, qui a été donc meilleure élève au concours général. Cette année également, donc, elle a réitéré l'exploit. Je la félicite et je l'encourage. Mais le 2e prix est revenu donc à Mariama Ba. Et l'année dernière, nous étions à 11 citations. Cette année, nous sommes à 14 citations. Donc, on n'a pas régressé. Mais il faut se dire que nous sommes dans un contexte où les gens se battent pour l'excellence. Vous espérez quand même revenir occuper cette première place? Bien sûr, cette première place, elle n'est à personne. Si nous sommes considérés comme un établissement d'excellence, c'est juste au vu du produit que nous recevons et au vu de la manière dont les élèves sont sélectionnés.
Mais du point de vue des textes réglementaires, nous sommes considérés comme un établissement public d'enseignement général. Nos professeurs, par exemple, n'ont pas eu à faire l'appel à candidature comme au niveau du lycée d'excellence de Diourbel où vraiment il y a une sélection de professeurs avec des primes d'encadrement et tout. Donc ici, nos professeurs ne reçoivent pas de primes, mais il faut dire qu'à chaque fois quand même que les gens entendent qu'au niveau donc du lycée de Diourbel, ça démotive les gens au niveau de la structure. Il faut régler ce problème du statut de la maison d'éducation et nous allons essayer au niveau de la structure de faire les réaménagements qu'il faut pour nous battre et être toujours dans cette dynamique de l'excellence. La RFM vous remercie. Merci beaucoup. Après la maison d'éducation Maria Maba, cap sur un autre lycée d'excellence. Créé par décret 2016-1226 du 19 août 2016, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, pour sa première participation, a eu 100% de réussite au baccalauréat 2019. Babacar Diouf. Il s'agit de candidats qui ont réussi au bac cette année. Cette mention très bien, 13 mentions bien et 6 mentions assez bien, tous en série S1. En série S2, tous les nouveaux bacheliers se sont retrouvés avec la mention très bien. 12 nouveaux étudiants ont eu la mention bien et 16 ont décroché la mention assez bien. Cela à l'issue de la première participation du lycée à l'examen du baccalauréat. Seuls 2 candidats ont eu la mention passable. Dans ce lycée, l'échec est banni. L'établissement a fait 100% de réussite au baccalauréat en une première participation. Des résultats qui étaient tout de même prévisibles, puisqu'au concours général, le lycée d'excellence de Diourbel a décroché 19 prix. 8 en classe de première et 11 en classe de terminale. Diourbel a aussi remporté 8 prix au concours Polytechnique Junior de Thiès, niveau première, contre 4 prix au concours Polytechnique de Saint-Louis. Dès son ouverture, le lycée de Diourbel a remporté en 2017 le premier prix Miss Science au niveau national. Pourtant, au lycée d'excellence de Diourbel, tout n'est pas encore rose. Beaucoup de bâtiments ne sont pas encore achevés. Certaines commodités manquent à l'appel. Merci à Babacar Diouf. En classe, c'est tout pour ce numéro consacré à l'excellence. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Koumba Sandiane Faye pour En classe. Alors, le dernier point de ce journal, c'est le débrief. Nous sommes avec Madame Fatou Diouf, spécialiste en droit des affaires ou activités maritimes, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Diouf, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'imagine que vous avez suivi les dernières actualités relatives à nos pêcheurs, dont certaines de leurs pirogues ont été arraisonnées en Guinée-Bissau et dernièrement en Gambie. Alors, comment expliquer toutes ces difficultés auxquelles font face nos pêcheurs? Voilà, donc bonjour et je vous remercie. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pêcher dans un pays étranger, donc il faut que l'État du Sénégal signe un accord avec ce pays. Donc avec la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, c'est des accords qui nous lient à ces pays et qui permettent à nos pêcheurs, tant industriels qu'artisanaux plutôt, de pouvoir aller donc pêcher. Maintenant, une fois qu'on pêche dans un pays étranger, d'abord il faut le faire dans le cadre de l'accord. Et la deuxième chose, c'est également de respecter les conditions de l'accord et du protocole. Mais justement, Madame Diouf, est-ce que les clauses de ces accords sont expliquées à ces pêcheurs? Normalement, l'État du Sénégal doit faire ce travail-là d'explication, d'information et de sensibilisation. Et également mettre l'accord, comment dirais-je, à la porte des pêcheurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent s'informer. Et avant d'aller parce que c'est la précaution à prendre. Non seulement il faut connaître ces accords, mais il faut également connaître la législation du pays d'accueil. C'est-à-dire le code de la pêche, les dispositions du code de la pêche, pour pouvoir aller pêcher dans ces pays. Et respecter maintenant les dispositions de tous ces textes-là. C'est normalement comme ça que ça doit se passer. Est-ce que ça se passe comme ça d'ailleurs? Voilà. Bon, pour le cas spécifique de la Guinée-Bissau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, on n'a pas tracé la frontière maritime, donc il n'y a pas une frontière bien définie. On a préféré pour le moment avoir une zone commune, c'est-à-dire, comment dire, une marge, n'est-ce pas, qu'on gère de manière commune. Et la législation de la Guinée-Bissau s'applique en matière de pêche. C'est la législation de la Guinée-Bissau qui s'applique en matière de pêche. Mais maintenant, il peut arriver que les pêcheurs ne soient pas au courant
de dispositions. Et ça, c'est anormal. Je pense que c'est une précaution à prendre avant d'aller en mer dans un pays étranger. Ou même il y a des situations où bien les pêcheurs sont au courant, mais qu'ils ne respectent pas la réglementation, qu'ils pratiquent également la pêche illicite. Et dans ces cas de figure, effectivement, c'est un peu compliqué quand même de pouvoir les défendre. Donc c'est ça qui se passe en général. Est-ce qu'il y a une législation uniforme, par exemple des pays de la CEDEAO? Non, malheureusement, en matière de pêche, il n'y a pas une législation uniforme. Et nous-mêmes, quand vous voyez, c'est plus au niveau de la commission sous-régionale, parce qu'on a la commission sous-régionale des pêches, n'est-ce pas, qui coiffe les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui intervient en matière de pêche. Mais actuellement, les États sont très jaloux de leur souveraineté. Et donc, il n'y a pas de législation commune. Chaque État a son propre code de la pêche avec ses propres dispositions. Donc, les pêcheurs peuvent se perdre, parce que ce qui s'applique au Sénégal peut ne pas forcément s'appliquer en Guinée-Bissau ou en Gambie. Donc, il faut connaître les législations au cas par cas, et ça peut également être difficile pour ces pêcheurs-là. Alors, leurs embarcations ont été maintenant arraisonnées en Gambie et en Guinée-Bissau. Qui doit mener les négociations en vue de la libération de ces pirogues? Ce sont les pêcheurs eux-mêmes ou bien c'est l'autorité en charge de la pêche au Sénégal qui doit gérer l'affaire? Voilà, parce que ce qu'il faut considérer, si c'est tout simplement une affaire privée, donc, parce que ça se passe également chez nous au Sénégal, il peut arriver que des pêcheurs aient une infraction en matière de pêche, mais on a pris la législation. S'il doit payer une caution, il doit payer la caution. S'il doit payer une amende, il doit payer cette amende-là. Si on doit confisquer l'embarcation, également on confisque. Et maintenant, ils payent et ensuite on leur restitue leur matériel. Donc ça, c'est le scénario classique. Donc celui qui a commis l'infraction, n'est-ce pas, il est sanctionné et il va, surtout qu'en matière pénale, en matière de pêche, il n'y a généralement pas de peine privative de liberté, en principe. Donc, c'est des amendes qui sont payées. Et ensuite, si on ne confisque pas le matériel, donc, normalement, après avoir payé l'amende, ils doivent reprendre leurs activités. C'est ça qui doit se passer. Cela veut dire en aucun cas, ils ne peuvent être arrêtés. En fait, ça, c'est la Convention de la mer. Vraiment, qui recommande aux États de ne pas prévoir de peine privative de liberté, donc de peine d'emprisonnement. C'est une recommandation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Voilà. Donc ils payent l'amende et ils retrouvent leur embarcation. Normalement, c'est ça qui doit se passer. Mais il peut arriver aussi que quand il y a des difficultés, c'est l'État également, parce qu'avant tout, c'est des citoyens sénégalais, n'est-ce pas? Et l'État, quel que soit leur faute, l'État doit les protéger, surtout quand ils sont à l'étranger. Que l'État également puisse intervenir, n'est-ce pas, négocier avec son voisin de la Guinée-Bissau et pour pouvoir aussi également trouver une solution à cette... Mais est-ce que certains n'enfreignent pas aussi la réglementation en connaissance de cause? Parce que quand même, aller pêcher sans disposer de licence, quand même... De licence, mais effectivement, c'est ça qui se passe en général. C'est un cas de pêche illicite, de pêche illicite non déclarée et non réglementée, pêche INN. Et généralement, même chez nous, dans notre propre pays, même il peut arriver que les pirogues sénégalaises plutôt, ne respectent pas, ils vont en mer et ne respectent pas la réglementation. Ça se passe chez nous. Et c'est ces mêmes pratiques également qui peuvent également se passer ailleurs. Et voilà, donc, et à ce moment-là, effectivement, on a pris les dispositions du code de la pêche. Merci, Madame Fatou Diouf.